Tour d'Israël, sur les traces du 7 octobre, les lieux de la résilience, c'est une chronique pour Tandem TV et je suis en compagnie de Frédéric Koskas. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme. Écoute, je suis très heureux que tu sois avec moi pour cet entretien. Le 7 octobre, pour toi, pour tout le monde, a bouleversé à la fois nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Mais toi, en tant que guide, tu as, depuis le 7 octobre, à plusieurs reprises, eu l'occasion de voir, de visiter, de commémorer les lieux de la tragédie. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, tout à fait. J'ai pu prendre des groupes et les emmener effectivement sur les sites du drame, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Comme tu l'as bien précisé, notre vie, elle a complètement été transformée ce jour-là, en tout point de vue, au niveau professionnel, moi personnellement, au niveau personnel aussi. Et j'ai voulu aller sur place d'abord avant voir les sites et puis emmener des groupes pour leur faire revivre et pour surtout, en forme de pèlerinage, aller sur les sites qui ont marqué l'histoire de cette journée. Alors, j'ai plein de questions sur quels lieux on peut aller voir, quelles sont les réactions des gens que tu peux rencontrer sur place, quelles sont les réactions des Israéliens ou des non-Israéliens qui visitent ces lieux. Tout d'abord, j'ai envie de te demander où est-ce que où est-ce que toi tu vas avec ces groupes quand tu veux commémorer et voir les lieux du drame? Tout d'abord, le premier lieu où on va, c'est bon, il y a tout un programme quand on va sur place, mais le premier lieu où il faut aller, c'est l'endroit où il y a le plus de victimes, c'est-à-dire le site où il y a eu la fête de Nova, qui est le point principal de notre pèlerinage. Bien entendu, il y a d'autres sites. Alors, je vais vous les citer, en tout cas dans l'ordre chronologique de notre visite, c'est-à-dire on commence d'abord par le commissariat de Sderot, là où il y a eu donc, parce que la ville de Sderot a été vraiment touchée dans sa chair par les attaques de la Nourba. Et donc, on va sur le site du commissariat où là, il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires de ce qui s'est passé sur la rue Herzl, la fameuse rue où se trouvait le commissariat, et plein d'anecdotes aussi sur l'histoire des habitants, parce que c'est les habitants du quartier qui ont vécu en direct ce drame. Et on interroge les gens. Moi, j'essaie de préparer, de trouver des personnes qui peuvent parler de leur expérience. Et bien sûr, on parle de ce qui s'est passé. Et j'ai eu une expérience personnelle. J'ai rencontré d'abord, lors de mes repérages à Yala, qui tous les jours va allumer des bougies là-bas sur le site en mémoire de sa fille morte, qui était donc là la policière qui était à l'accueil du commissariat et qui a bien sûr pris part au combat à l'intérieur du commissariat. Elle nous raconte les anecdotes, tout ce qui s'est passé du matin, donc dès que les terroristes sont arrivés, jusqu'au moment malheureusement où elle a coupé, où le téléphone n'était plus joignable. Elle raconte tout, vraiment tout en détail, ce que sa fille lui a raconté. Enfin bon, une histoire tragique. Et Ayala nous détaille donc malheureusement tout le fil de conducteur de ce qui malheureusement arrive au drame, c'est-à-dire à la mort des policiers qui étaient à l'intérieur du commissariat. Mais pas seulement, on a aussi d'autres personnes qui nous racontent, des gens de Sderot aussi, j'ai rencontré l'adjoint au maire, qui nous raconte l'histoire de deux petites filles dont les parents ont été tués, la voiture a été prise sous les balles de terroristes. On nous raconte l'histoire de M. Zerbib qui s'est enfermé pendant plus de 48 heures chez lui parce qu'il avait peur d'ouvrir la porte, il n'avait pas assez à manger. Enfin bon, plein d'anecdotes sur les habitants de Sderot. Voilà, c'est la première étape, une étape déjà émouvante, très troublante, où les gens revivent et sont dans les lieux même où il y a eu le drame. Alors, C'est très fort. Sderot, par exemple, quand tu y vas, tu coordonnes ta visite avec des habitants, avec des gens du Oui, commissariat, avec oui, voilà. oui, Donc, oui. systématiquement, il y a cette rencontre avec des gens qui veulent Avec parler, qui veulent Ayala, témoigner. donc la maman, bon, non, vous savez, vous avez tous entendu, je vais pas. Ayala, malheureusement, vient de perdre son mari. Un drame encore incroyable. Elle a perdu son mari la semaine dernière dans l'attentat de Hebron. Et donc, maintenant, Ayala, elle est pas joignable. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. La pauvre, elle vit un drame encore. Et puis, il y a Kobi, l'adjoint au maire, le responsable du Bitachon, que je joins aussi. Quand je vais, je l'appelle. Et s'il est dispo, il vient aussi nous parler. Maintenant, à Sderot, bon, il y a un film aussi. Derrière, au Matnas, on peut voir un film. Ça, il n'y a pas besoin de coordonner. On va directement. Il y a un film qui est passé par la mairie de Sderot sur ce qui s'est passé là-bas. Enfin, bon, tout est autour de ce qui s'est passé autour du commissariat. Ouais. Ça, c'est la première étape de la journée. Ok. Bon, après Sderot, en général, vers quel lieu tu vas? Alors, en général, moi, je vais à côté de Kfar Aza. Je rentre pas dans les kibboutz. Je voulais te dire que Ok. pour moi, c'est un principe.
si la personne, elle veut pas ou elle ne souhaite pas recevoir des groupes, et c'est le cas des kibbutzim, Kfar Aza, s'il n'y a pas de théoum, il n'y a pas de coordination entre moi et les kibbutz, moi je rentre pas à l'intérieur. Je vais pas de force embêter les gens à l'intérieur, c'est leur choix, ils veulent pas avoir de groupe, enfin apparemment, c'est ce que en tout cas j'ai entendu ces derniers temps. Donc on ne va pas au kibbutz. Par contre, je les emmène dans une station d'essence qui est très symbolique, c'est la station d'essence de Kfar Aza. En fait, c'était un premier point de liberté pour les habitants de Kfar Aza qui fuyaient en fait les massacres que commettait le Nourba à l'intérieur du kibbutz. Et cette station d'essence, elle est très symbolique parce qu'il y a un restaurant à côté où les gens, le propriétaire du restaurant, cachait les survivants, on va dire, des massacres qu'il y avait à l'intérieur du kibbutz parce que les terroristes étaient à quelques mètres et il y avait donc un point enfin, dire, de liberté pour ces gens-là qui arrivaient à cette station d'essence. Cette station d'essence, elle est très symbolique. Et sur Alors, place, juste, Frédéric, pour qu'on se rende compte, excuse-moi, la station d'essence, elle est à combien de temps, combien de mètres du elle kibbutz? est à 100 mètres. On Waouh. voit- C'est-à-dire, quand on est à la station d'essence, au bout de la station d'essence, tu vois le kibbutz et derrière, quoi, à 600, 700 mètres, tu vois Gaza, quoi. Tu vois la barrière de sécurité et tu vois Gaza. Kfar Aza, c'est vraiment, ça touche Gaza, quoi. C'est vraiment, tu vois un point de vue. Et les gens comprennent ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire, ils voient effectivement le kibbutz et ils voient Gaza et ils voient la barrière de sécurité. Ils comprennent que le Hamas, il n'y a aucun mal de rentrer dans le kibbutz et de commettre des massacres puisqu'ils sont rentrés à travers la barrière qui était pas, qui a été, en fait, Qui a été forcé et qui n'était qui a pas été forcée suffisamment et ils sont sécurisé. rentrés à l'intérieur. Et là, les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé. Il faut vraiment voir pour comprendre. Il y Donc, a une histoire sur une jeune fille qui s'appelait Dani, que je raconte, qui est restée 48 heures enfermée aussi chez elle. La maman l'attendait à la station d'essence. Je raconte cette anecdote où la maman attendait avec, donc elle avait des contacts avec sa fille. Sa fille était enfermée parce que le Hamas, pendant 48 heures, était encore dans le kibbutz. Il y a eu des combats et donc la fille ne pouvait pas sortir de chez elle. Elle était dans son mamad. Et la maman communiquait avec elle. Et au moment où l'armée est rentrée, elle a ramené la fille à la mère à la station d'essence. En fait, la station d'essence est devenue le lieu de retrouvailles entre les survivants du kibbutz qui ont survécu au massacre et les gens qui les attendaient à l'intérieur de la station d'essence. C'est très symbolique. c'est incroyable parce que tu le dis, on est à 100 mètres. Ouais. Ah non, C'est mais c'est-à-dire à Gaza, un symbole extrêmement ah ouais, fort. c'est incroyable. Et après, donc, on va au site de Nova. Alors, le site de Nova, pour moi, personnellement, pour moi et ma famille, c'est un site incroyable. Moi, je vais là-bas, j'ai l'émotion. D'ailleurs, quand je t'en parle maintenant, j'ai les frissons parce que là-bas, il y a eu un miracle. Malgré le massacre de tous ces jeunes innocents qui étaient là-bas, qui dansaient, qui chantaient et qui passaient un moment de rêve, comme l'a dit ma fille, elle a dit une phrase qui me clash pas depuis le 7 octobre, c'est Papa, on est passé du paradis à l'enfer en une seconde. En une Parce seconde. que, alors, on va le préciser puisque tu en parles, puisque ta fille était présente à cette fameuse soirée Oui, et de manière extraordinaire, miraculeuse, oui. à quelques minutes près, elle a échappé à l'horreur. Ah oui, carrément. 5 minutes peut-être, 10 minutes. Il y a une femme enfin, il y a des gens à vélo, il y a un homme à vélo d'abord et une femme à vélo qu'elle a retrouvée d'ailleurs hier. C'est un événement incroyable. En fait, ils l'ont guidée pour qu'elle puisse sortir. En fait, il y a eu trois choses qui l'ont sauvée. C'est qu'elle n'a pas appelé sa sœur. Enfin, elle a appelé sa sœur, mais elle n'a pas répondu parce qu'elle voulait avoir un conseil. Et sa sœur, elle lui aurait dit d'aller dans un abri. Et ça aurait été dramatique. La deuxième chose, c'est qu'elle a pu trouver la voiture tout de suite, ce qui n'a pas été le cas malheureusement de plein de jeunes qui cherchaient la voiture. Elle a eu un sens de l'orientation extraordinaire, ce qui lui a permis de retrouver la voiture. Et la troisième chose, c'est bien sûr les gens qui l'ont guidée pour sortir et pour ne pas aller de l'autre côté, vers Sderot, où là-bas attendaient la Nourba qui canardait quasiment chaque voiture, qui enlevait les gens. Enfin bon, je ne veux pas détailler ce qui s'est passé parce que c'est horrible, mais elle a choisi le chemin qui l'a sauvée, oui, exactement, et qui a pu aller après vers Beersheba, et de Beersheba, elle est remontée vers Natania. Mais ça a été fait un miracle parmi malheureusement les choses terribles qui se sont passées. Alors, le site de Nova, c'est plein de photos, à chaque coin de Nova, il y a il y a des mémoriaux, comme ça il faut dire, des mémoriaux où on voit donc les photos des jeunes qui sont morts à l'endroit même du site. On voit l'histoire de l'ambulance, où 18 jeunes sont morts à l'intérieur d'ambulance. On voit l'histoire de la benne à ordures, où 7 jeunes sont morts à l'intérieur. Enfin, chaque endroit de ce site, il est très lourd de symboles. On se dit,
on s'imagine qu'au même endroit, il y a eu les terroristes qui sont là. On essaie de comprendre parce qu'on voit bien que c'est impossible de se sauver de cet endroit. C'est pas une forêt comme les forêts européennes, c'est une forêt avec des eucalyptus. C'est-à-dire, c'est des arbres très fins, il y a de la lumière. Donc, si quelqu'un veut se sauver, il peut pas parce que Il y a nulle part où se il cacher, y a nulle nulle part part où où se être cacher. invisible. Donc les Ouais. jeunes, ils étaient perdus, quoi. Ils étaient pris au piège. Ils étaient pris au piège et malheureusement, ils n'ont pas pu se sauver. Ou alors ils se sont sauvés malheureusement dans des endroits où les terroristes se sont trouvés. Parce que l'étape d'après où on va, c'est les abris, les migounites, les abris contre les missiles. Où là-bas, c'était vraiment le gros piège parce que chaque abri, parce que en fait, les sites que je viens de te citer, c'est la route 232, la route de la mort, on l'appelle. C'est-à-dire que sur cette route 232, la route qui lie en fait Sderot au sud de Haute-Aza, et ben cette route-là, elle longe donc la bande de Gaza, elle est en parallèle à la frontière. Et il y a plein d'abris dans cette route. Il y a énormément d'abris. Et donc, quand les jeunes d'abord ont entendu les missiles qui tombaient sur eux, vous savez, tu le sais, depuis des années, il y a eu plein de conflits avec le Hamas. Mais le Hamas n'est jamais rentré en Israël faire commettre des attentats, c'est la première fois. C'est la Donc, première fois. quand les jeunes ont entendu qu'il y avait des alertes, ils ne s'imaginaient pas que les terroristes allaient rentrer. Donc, ils ont eu ce réflexe de se cacher à l'intérieur des abris. Et donc, du coup, quand ils se sont cachés dans les abris, eh ben, ils ne savaient pas que les terroristes allaient arriver. Et ces abris se sont très vite transformés en pièges. Donc, on voit bien que de la fête de Nova, les jeunes n'avaient aucune solution. Si la seule, c'est ce que ma fille a pu faire, c'est se sauver. Et malheureusement, il n'y en a pas qui n'ont pas pu se sauver, 364 exactement. Et sans compter les jeunes qui ont été enlevés. Et malheureusement, vous avez entendu cette semaine, 2 semaines, les jeunes qui étaient encore à Gaza, qui ont été tués par le Hamas. Enfin bon, les gens sont là-bas. Quand tu arrives là-bas et quand tu ressors de là-bas, même pour tout le monde, hein, t'es pas le même. T'es pas le même. Tu te dis, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde quand tu visites, par exemple, quand tu vas sur le site de Nova, il y a 2 personnes, il y a 10 personnes, on s'imagine pas ce que ça peut être aujourd'hui d'aller sur un endroit comme ça. Tu sais, quand tu vas sur ces sites, c'est nouveau. Donc, tu vois il y a des gens, bien sûr, il y a beaucoup de monde, mais c'est encore un peu désordonné, tu vois. C'est pas encore, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Chacun se gare où il veut, tu vois. Il y a des gens qui viennent se recueillir. Tu vois des parents même de victimes qui viennent se recueillir. Et puis tu vois beaucoup de soldats, de gens de l'armée qui viennent faire des cérémonies sur place. Tu vois même des guides touristiques qui sont là-bas avec des groupes, qui parlent avec des groupes. T'entends parler en anglais, t'entends parler en français, t'entends parler en italien. Donc, très probablement des groupes venant du monde entier qui viennent aussi visiter ce site. Et il est vrai que plus je vais dans le sud, plus je vois de monde, plus je vois des gens qui viennent visiter les sites du 7 octobre. Du 7 octobre. Toi, tu as eu l'occasion de le voir que avec des Israéliens, des francophones israéliens, ou avec des gens qui habitent en dehors d'Israël et qui t'ont fait une demande spécifique pour aller visiter ces endroits. Les deux. D'abord, j'organise des groupes parce qu'il y a une demande très forte dans la communauté francophone d'aller sur ce site. Et j'ai eu une deuxième demande, c'est des gens qui viennent de France, oui, qui sont venus ici en vacances et qui veulent aller sur les sites du 7 octobre et qui m'ont demandé, comme moi j'ai une expérience maintenant de ces sites, et ben je leur fais une visite guidée. Enfin, une visite guidée, moi j'appelle pas ça une visite guidée en fait. Non, même le terme de visite, c'est C'est un plutôt accompagnement. un accompagnement, un pèlerinage, raconter ce qui s'est passé, voilà, pour tout à l'heure pour Faraza, se mettre vraiment, voir réellement les lieux où le drame s'est passé. C'est plus un pèlerinage qu'une visite guidée. Il n'y a pas de, voilà, c'est tout autour de ce qui s'est passé. Et puis bon, les gens s'ils se mettent, rentrent vraiment à l'intérieur de ce drame. Parce que les gens qui étaient en France, bon, ils s'imaginent pas, ils se sont pas réellement imaginé ce qui s'est passé. Et là, ils comprennent vraiment bien le drame de cette journée. Ah, c'était la question suivante que j'allais te poser. Est-ce que tu as ressenti des différences entre les Israéliens qui viennent sur ces endroits et des non-Israéliens qui découvrent plus le pays, la géographie et les lieux? Un petit peu la question que en fait les Français se posent, que les Israéliens se posent moins, c'est les Français comprennent pas et pourquoi et euh, il n'y avait pas d'armée, quoi. C'est en Israël, bon, les Israéliens comprennent parce que bon, le 7 octobre, je
t'en souviens, hein, le pays était coupé en deux avec les histoires politiques, etc. Il y a eu une crise. Et bon, les Israéliens, sont moins surpris, bon, par ce qui s'est passé par rapport à la situation et tout. Mais les Français, ils comprennent pas parce qu'ils se disent, attends, on a la meilleure. Moi, quand je parle avec des gens qui viennent de France, je dis, je comprends pas. On a la meilleure service de renseignement au monde, on a les meilleurs. Et eux, vraiment, ils appuient sur l'incompréhension. Pourquoi on n'a pas pu savoir avant ce qui allait se passer. Ouais, l'anticipation. Et puis, je pense, ce qui doit choquer, moi, ça m'est arrivé avec des gens qui visitaient les kibboutz ou qui étaient autour de Gaza, je parle avant le 7 octobre, c'est l'hyper proximité de ces moshav et de ces kibboutz Hein. avec la bande de Gaza. Je pense qu'il faut vraiment être sur place pour s'imaginer que, voilà, parfois, il y a quelques dizaines de mètres qui peuvent séparer effectivement J'ai les dit, habitations de la clôture. tu parles de Kfar Aza, je parlais de Kfar Aza. Une partie de notre visite aussi, c'est d'aller voir des bases militaires parce qu'on a été, surtout au début, maintenant moins parce qu'il y a moins de soldats là-bas pendant les bases, mais à l'époque, au début, donc, quand je commençais mes visites, les bases militaires étaient remplies de soldats, on leur ramenait des gâteaux, on leur ramenait à manger, on partageait même des fois les repas avec eux. Et ben, il y a une base qui s'appelle Kissoufim, où vraiment, vraiment, Kissoufim, tu as Gaza, qui est la barrière de sécurité, elle est à 200 mètres de la base, quoi. C'est-à-dire que je voyais, je me rappelle encore, les soldats qui prenaient la voiture, on leur posait la question, vous allez? On va à Gaza, voilà, on y va tout de suite, on va aller combattre. Et c'était impressionnant parce que les pauvres, ils venaient manger avec nous et après, ils allaient combattre et c'était un truc. Et puis, c'était tout près, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment très fort. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un ou deux endroits dont on peut parler où tu accompagnes des gens? Alors, il y a d'abord les migouniotes, les abris. Ça, je vais aller un peu rapide, mais il faut parler quand même d'un homme qui s'appelle Aner Shapira. On en parle beaucoup quand on va dans le sud. C'est une migounite, en fait. Quand tu dis mégouniottes, c'est ce que nous on appelle aussi les miclatines, c'est-à-dire les Voilà, des abris miklates, ouais, des anti. migouniotes. Il y a un terme, c'est des petits abris, en fait. C'est des petits abris. Et ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que sur chaque abri, il y a un autocollant de Zaka. Zaka, c'est donc ceux qui, On va expliquer pour ceux organismes qui qui, connaissent pas, voilà. effectivement. Zaka, c'est ceux qui, malheureusement, qui vont faire enfin, qui vont ramasser les corps et qui vont les identifier. C'est terrible. Et donc, il y a une étiquette qui dit que il n'y a plus de corps à l'intérieur, il n'y a plus de traces de chair humaine, etc. C'est terrible de dire ça, mais voilà. Et donc, c'est pour vous montrer le drame, c'est que dans chaque abri, il y a des autocollants de Zaka. C'est-à-dire que dans chaque abri, il y avait des victimes, sur toute la route 232. Et il y en a une vraiment terrible, c'est celle donc, qui se trouve à côté du kibbutz Reim, où un homme, Aner Shapira, a sauvé la vie d'une dizaine de jeunes en essayant à chaque fois de repousser l'attaque du Hamas qui jetait des grenades à l'intérieur de l'abri. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la grenade, il la rejetait à l'extérieur. Tout ça pour gagner du temps, pour que l'armée arrive. Et donc, plus ça allait, plus les terroristes, ben, ils étaient pressés. Et donc, du coup, la dernière grenade qu'ils ont jetée, elle a fait des victimes, mais moins. Et puis, ils sont pas rentrés à l'intérieur comme ils l'ont fait dans d'autres, où ils ont achevé les pauvres jeunes qui étaient à l'intérieur des abris. Donc, grâce à Aner Shapira, qui malheureusement lui est mort lors de cette attaque, eh ben, il a sauvé la vie quand même de 7 ou 8 jeunes à l'intérieur de l'abri. Et ça, je raconte et je le fais vivre aussi à l'intérieur de ces abris. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Et le dernier site où on va, c'est un site maintenant qui a été aussi aménagé par la police israélienne, c'est le site des voitures, en fait, des voitures calcinées, où maintenant, enfin, au début, c'était un peu balagan, les voitures étaient, donc, on avait ramassé toutes les voitures de Nova et de de la région, et on les avait mis dans ce grand site à l'intérieur, c'est à côté de Netivot, c'est au Moshav Tkouma, et depuis quelques mois, depuis le mois d'avril, maintenant, ils ont arrangé, ils ont mis les voitures. En fait, c'est toutes les voitures symboliques, en fait, celles qui ont marqué l'opinion publique le 7 octobre. Par exemple, la fameuse ambulance où les 18 jeunes qui ont été tués, la voiture d'Uri Danino, le pauvre Uri Danino, celui même qu'on a retrouvé la semaine dernière mort à Gaza, le même qui a été chercher les jeunes, qui les a ramenés d'abord sains et saufs, après qui est retourné. La voiture de Benjamin Chemouni aussi, qui a fait la même chose, qui a été tué, lui, dans le site. Et donc, l'histoire du camion, du bus qui a ramené des pauvres retraités qui devaient aller à la mer Morte, qui ont été tués. Enfin bon, plein d'histoires qui ont marqué l'opinion publique. Et ben, ces voitures sont exposées. Et chaque voiture, je raconte le détail sur l'histoire de cette voiture. Il y en a plein d'autres, hein, mais bon. Et c'est un site. Et quand les gens ressortent de là-bas,
Ils sont complètement abasourdis. Mais ils ont eu le sentiment du devoir accompli, c'est-à-dire d'aller faire un pèlerinage et à travers ce pèlerinage, de comprendre réellement ce qui s'est passé le 7 octobre. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, juste un mot qui est important de le préciser, on en a parlé un peu avant parce qu'il y a de temps en temps des polémiques sur les guides, sur les gens qui font ces voyages, ce que j'aime pas non plus appeler ces visites, mais ces voyages de commémoration ou ces pèlerinages. Il y a de temps en temps des critiques qui peuvent surgir sur l'indécence, sur le manque de respect, sur les habitants qui ont besoin de se reconstruire. Mais encore une fois, et tu nous l'as témoigné, toi, tu ne rentres pas dans les kibboutz, tu laisses la parole à des survivants ou à des gens qui ont eu des histoires personnelles et qui ont envie ou qui ont besoin de partager, mais tu as cette pudeur, ce respect à la fois de permettre à des gens qui veulent voir, qui veulent essayer de comprendre, d'y aller, mais un immense respect pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par la tragédie. Oui, et moi j'ai vécu aussi une histoire personnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a besoin, vous savez, on a besoin de parler. Les gens ont besoin de parler, c'est une thérapie. Raconter, sortir de ce qui, de notre conscience ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce que je fais. Je vais pas je lui demande d'avant à la personne si elle est d'accord de parler. Si elle n'est pas d'accord, j'insiste pas. Il faut effectivement, et puis voir le courage des gens. Et puis en même temps, quand les gens viennent, il faut comprendre qu'il faut qu'ils se sentent soutenus par le reste de la population du pays et aussi par les gens qui viennent de l'étranger. C'est surtout mon objectif, soutenir la population locale qui vit encore un drame encore aujourd'hui. C'est-à-dire, et pas tout le monde est rentré chez lui et c'est ça mon but. Et comme moi j'ai appris effectivement que les kibbutzim ne souhaitaient pas que les groupes rentraient dans leur kibbutz, j'ai respecté ce choix. Je ne veux pas. Et moi, beaucoup de gens me demandent d'ailleurs, Frédéric, est-ce que tu rentres dans les kibbutz? On veut rentrer dans les kibbutz. Je dis non, il est hors de question, on ne rentre pas dans les kibbutz. Les gens ne veulent pas et on ne le fait pas. Maintenant, s'il y a quelqu'un, par exemple, Ayala, je lui avais posé la question pour parler d'elle, Ayala Chakouri, elle m'a dit, je veux parler aux gens, je veux raconter mon histoire. Et en même temps, elle a vu les applaudissements des gens quand elle a parlé, ça lui a fait du bien, Ah ça ouais, lui a bien remonté sûr. le moral. Donc ça, c'est important. Je crois que c'est surtout ce côté-là qu'il faut chercher. C'est le soutien, l'aide à cette population qui est du Sud, comme maintenant celle du Nord, où les gens ont besoin de se sentir soutenus et aussi en même temps de comprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, la proximité avec la bande de Gaza. Ils n'auraient jamais pu imaginer que ça puisse arriver. Et ben voilà, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est voir ce drame et aussi soutenir la population locale. Frédéric, merci beaucoup. Donc, Frédéric Koskas, guide en Israël, guide sur les lieux de la mémoire, guide également qui va accompagner la communauté francophone en Israël, en dehors d'Israël, puisque tu organises régulièrement des voyages en Oui, Europe, notamment autour de l'histoire des communautés juives, en Autriche, en Hongrie. Il y a plusieurs choses. Donc, bravo pour tous ces projets. merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour ton témoignage. Merci, merci Jérôme. À très Et bientôt. à Besorot bientôt. Tovot. Et surtout que les otages reviennent en bonne santé, que nos soldats reviennent aussi en bonne santé et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Voilà. Amen, amen. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce tour d'Israël différent, exceptionnel, sur les traces du 7 octobre, les lieux de la résilience. Et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV.